Isabelle Floren, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Avant de parler de ce rapport, un petit tour de l'actualité. Volodymyr Zelensky s'est adressé hier aux parlementaires français. Vous étiez dans l'hémicycle. Comment avez-vous vécu ce moment? C'est inédit quand même dans notre histoire parlementaire. Ah oui, complètement inédit. Un moment émouvant, évidemment, touchant. Ça bouscule. De nous réunir d'ailleurs pendant une campagne électorale, c'était déjà inédit, mais en temps de guerre, et faire une campagne en temps de guerre et entendre ce chef de l'État avec son émotion dans un temps très court, évidemment, mais on a été, enfin en tout cas je parle de mon groupe et de la majorité et d'une très très grande partie de l'hémicycle assez bouleversée. Le président ukrainien a mis la pression sur les entreprises françaises. Renault a d'ailleurs décidé d'arrêter ses activités industrielles en Russie. Est-ce que vous approuvez cette décision? Est-ce que les autres doivent le faire? Auchan, Leroy Merlin, etc. J'ai vu la décision de Renault, effectivement, de fermer une usine. C'est un acte de leur part, je dirais, je pense courageux quand même. Je pense que les entreprises doivent réagir. C'est, j'imagine, pas simple. Il y a une activité économique derrière, il y a des emplois. Les discussions, je pense, doivent être entamées, le sont avec le gouvernement sur ces sujets. Et évidemment, elles doivent prolonger ces discussions, trouver des solutions. Il a interpellé un certain nombre d'entreprises, Leroy Merlin et plusieurs autres. Voilà, il faut qu'elles réagissent, en tout cas qu'elles s'expriment sur ces sujets et qu'elles prennent les décisions sans trop tarder. Elles ne veulent pas, celles qui restent là-bas, faire trop de pression sur la population russe, punir le peuple russe à cause de Poutine. Est-ce que ça s'entend comme discours ? Évidemment, la guerre, c'est pas contre les peuples, c'est contre les dirigeants et c'est contre Poutine. Il faut bien faire la distinction et on l'a toujours faite entre pénaliser un peuple et pénaliser des dirigeants. Espérons que les discussions se poursuivent et qu'on puisse arriver à des solutions. Pour l'instant, on ne les voit pas. Et les sanctions économiques, c'est difficile à manier. Bien entendu, c'est difficile. Bien entendu, c'est difficile. Nous les avons prises. Nous ne pouvons pas les prendre seuls. Voilà. On les prend au niveau de l'Union européenne. Il y a eu des réactions. Elles ont été prises au niveau de l'Union européenne. Toutes les décisions doivent être prises au niveau de l'Union européenne. Et il faut passer à la saisie effective des biens des actifs. Ah, ça, c'est tout un problème. En France, on n'a pas les moyens de saisir le droit de propriété. Ben, juridiquement, il y a un problème de droit de propriété. On le sait très bien. Les droits ne sont pas les mêmes suivant les pays. Et en tout cas, on peut geler des actifs, mais on ne peut pas les saisir en tant que tels. Autre actualité, les drapeaux ont été mis en berne au fronton de la collectivité corse après la mort d'Ivan Colonna. Est-ce une faute, comme l'a dit hier soir le candidat président Emmanuel Macron? Ouais, je rejoins le candidat président absolument sur cette position. La Corse, c'est la France et on ne peut pas faire ce type d'acte, quelle que soit l'émotion qu'on peut comprendre. Et la tristesse, et il y a une enquête administrative, il y a sur le décès d'Ivan Colonna, et évidemment, toute la lumière doit être faite et le travail du Parlement sera aussi important sur ce sujet. L'enquête judiciaire également, mais en aucun cas, on ne peut accepter cette mise en berne des drapeaux. C'est pas du deuil, c'est de la politique en fait. C'est de la politique et de l'émotion évidemment. On comprend l'émotion, mais il y a des limites quand même. Je pense qu'il ne faut pas franchir. Venons-en à ce rapport que vous avez remis mardi au Premier ministre, un rapport sur les actes antireligieux, 1659 recensés en 2021, 857 faits antichrétiens, 589 antisémites, 213 anti-musulmans. Ces chiffres, dites-vous dans le rapport, sont sous-estimés. Est-ce que vous avez une idée de la véritable ampleur du phénomène ? C'est difficile, ça, évidemment, à dire, mais effectivement sous-estimé parce que toutes les victimes ne vont pas porter plainte, toutes n'ont pas ce réflexe. Ils s'adressent. Et quand les services des renseignements territoriaux ont les contacts avec les cultes, ils peuvent recueillir ces signalements. C'est pas le cas pour toutes les communautés, et notamment la communauté musulmane qui n'est pas forcément organisée pour faire ce recensement de signalements. Donc c'est ce qui nous fait dire, dans la discussion que nous avons eue avec eux, qu'effectivement un certain nombre de faits n'étaient pas recensés en France. Les élus locaux sont sensibles ou insensibles à cela ?
Les élus locaux sont attentifs. Nous avons rencontré un maire, notamment à Toulon, le maire de Toulon, sur ce sujet, et nous semblent tous très très attentifs. Dans les 5 déplacements que nous avons faits, nous avons eu un certain nombre de contacts avec les représentants des maires pour savoir qu'ils essayent, en tout cas, de maintenir un lien et de mettre parfois, pas toujours, des moyens de sécurisation auprès des cultes lors de certains événements en coordination avec la police nationale. Est-ce que toutes les religions sont à la même enseigne ou bien il y a une hausse particulière sur telle ou telle religion de ce risque? Alors, il y a dans les chiffres tels que bruts que vous nous avez présentés, évidemment les actes antichrétiens, anticatholiques, compte tenu de la présence de la communauté catholique sur le territoire français. 45 000 églises, c'est normal. Vous avez plus de faits, de dégradation, de tags, voilà. Mais c'est vrai que la hausse des faits antisémites nous inquiète et inquiète la communauté juive à juste titre. On a déplacé, si vous voulez, la violence sur les lieux depuis une vingtaine d'années vers une violence sur les personnes qui pratiquent, vers une violence de proximité. Oui, vous le dites, les victimes sont touchées à l'intérieur de leur foyer, en évoquant bien sûr la tragédie de Sarah Halimi. Ce sont des faits divers en coïncidence, ou c'est un véritable phénomène? Les antisémites vont traquer les juifs chez eux? C'est ce que nous disent les représentants du culte israélite et de la communauté que nous avons rencontrés sur tous nos déplacements et aussi en région parisienne où les faits sont importants. C'est cette inquiétude de la violence de voisinage, de la violence de proximité, d'être atteint dans sa vie privée qui les inquiète depuis Sarah Halimi, évidemment. Mais ils nous disent, et ça nous a touchés, nous sommes toujours en avance d'une haine. Voilà. Cette violence maintenant dans sa vie, dans son quotidien, les inquiète particulièrement et nous a rendu, ils nous en ont tous parlé, quels que soient les lieux et les personnes rencontrées. Donc je pense que l'État doit être absolument attentif et vigilant. Vous pointez aussi le phénomène qui touche la scolarisation des enfants juifs, de plus en plus dans des écoles privées par souci de sécurité. Est-ce que l'éducation nationale a échoué à protéger ces enfants ? Je pense que l'éducation nationale fait un travail difficile, notamment dans certains quartiers, pour maintenir cette cohésion et pour accueillir tous les enfants de la République, quelle que soit leur pratique ou non. Mais le mal est plus fort que... Mais on se rend compte que sur certains territoires, c'est évidemment plus difficile. Donc certaines personnes, évidemment, à Lyon et à Villeurbanne, on a eu ces messages et en région parisienne également, préfèrent la sécurité finalement d'une école confessionnelle, quelle que soit la confession, en disant on sent que notre religion va être plus respectée dans le cadre d'une école privée. C'est effectivement ce que nous avons fait remonter au cabinet du ministre Jean-Michel Blanquer. Il y a beaucoup d'actions qui existent. Il y a beaucoup de modules de formation pour les enseignants. Il y a un travail avec le mémorial de la Shoah qui se fait. Donc il y a déjà beaucoup d'actions. Nous, dans notre rapport, c'était aussi l'idée de pointer et de réaffirmer que il y avait un enseignement aussi laïque des faits religieux qui devait être renforcé, qui devait être fait, c'est déjà le cas. Mais il faut faire toujours et toujours plus en ce sens pour permettre à ces écoles, à cette école publique, d'accueillir tous les enfants. Alors venons-en aux solutions. Vous recommandez d'accroître le programme K. Alors de quoi s'agit-il ? Alors c'est le programme du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Donc un programme large ? C'est un programme large, mais dont 4 millions dans les années qui viennent, mais surtout en 2021, ont été consacrés à la sécurisation des lieux de culte. Des caméras de vidéo, voilà, du gardiennage ? Du gardiennage éventuellement, des codes pour entrer, des protections pour les synagogues ou les mosquées. Vous savez, les églises catholiques sont ouvertes en général, mais en tout cas, c'est renforcer un dispositif de prévention, mettre du conseil à disposition des différentes communautés pour justement sécuriser. On sait que ça marche. On sait que quand ce travail se fait sur le terrain, on l'a vu dans le Rhône, on est passé de 30 000 € d'utilisation de ces crédits en 2019 à 700 000 en 2021.
par un accompagnement, par des appels à projets, par un accompagnement des cultes et par un travail avec les forces de police et de sécurité sur le territoire. Comment lutter contre les actes antireligieux à partir d'Internet, en intervenant sur la toile qui répand la haine souvent? Oui, souvent. Là, c'est un vrai sujet de dispersion de la haine en ligne. Là-dessus, nous avons écouté notamment la plateforme Pharos. C'est peut-être en mettant un lien direct aussi sur ces plateformes vers le signalement, justement, de cette plateforme qui existe, qui signale toutes les discriminations, toutes les paroles violentes qui circulent et qui n'ont pas à circuler sur la toile. Il faut créer un canal spécifique, une case spécifique. C'est ce que nous anti-religieux. pensons. Absolument. Le mobile des agresseurs, c'est toujours quelqu'un d'une autre religion qui vient agresser, ou bien c'est parfois des satanistes, des fous, des complotistes, ou simplement des ultra-laïcs? De ce qu'on peut savoir, c'est-à-dire des résultats d'enquête, parce que c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'on a un profil, vous l'avez dit, de personnes venant de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche, de mouvances islamistes, des satanistes, effectivement, sur certains profanations de cimetières dans l'Est de la France ou ailleurs en France, on peut trouver ces cas, de personnes déséquilibrées. Ça, c'est clair, un certain nombre de religieux nous ont dit qu'effectivement, ils étaient parfois en contact avec des personnes totalement déséquilibrées. Et aussi, un certain nombre de cas relèvent de mineurs. Qui interviennent. Une forme de transgression. Donc c'est assez compliqué. On essaye de faire ce panel entre guillemets des auteurs, mais évidemment nous n'avons pas les résultats sur toutes les enquêtes qui parfois ne sont pas simples à mener. Un dernier mot, il nous reste quelques secondes, sur votre famille politique, le MoDem. Dans 3 mois, dans 6 mois, il y aura encore un MoDem où vous serez digéré dans un grand parti de la majorité? Alors, nous sommes, et je pense toujours, notre famille politique qui est très ancienne restera et toujours très présente, et c'est la volonté de François Bayrou et de l'ensemble des dirigeants que nous sommes, de continuer à faire exister, bien évidemment, nos idées et notre famille politique. L'avenir nous dira comment et quelle forme prendront les échanges. Je n'ai pas de doute sur notre présence dans l'hémicycle, en tout cas je la souhaite, dès le mois de juin prochain, à travers déjà un groupe parlementaire que nous espérons évidemment voir consolider dans les mois qui viennent. Isabelle Floren, merci, bonne journée. Merci.